Bienvenue sur le podcast Sublime. Viens, on fait du beau. Le podcast destiné à toutes les personnes qui souhaitent élargir leur vision du beau et le replacer au cœur de leur vie. Un échange de regards sur le beau déjà existant et sur celui qui reste à créer. Des conversations, du questionnement, des confidences, des astuces et des histoires de vie pour nous rappeler que le beau est partout et qu'en chacun de nous sommeille un artiste, un créateur qui a en son pouvoir la capacité de tout sublimer. Je suis Angéline, depuis toujours à la recherche et au service du beau. On fait du beau. Merci beaucoup de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Sublime. Viens, on fait du beau. J'ai dit épisode, mais j'aurais très bien pu dire bienvenue à cette thérapie de couple en direct. Puisque oui, aujourd'hui je reçois Cédric de Rouen, entre parenthèses mon amoureux. Cédric, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Angéline. C'est très 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 bizarre. Donc c'est un épisode assez spécial qui fait partie peut-être du hors-série, je sais pas, qui est dans la continuité de l'épisode où je me suis auto-interviewée. Là on part un peu sur un autre chemin. Mais ce n'est pas par manque d'inspiration ou par manque d'invités, puisque la liste d'invités pour ce podcast est longue, mais bien parce que dès le début, lorsque j'ai lancé ce podcast, bien sûr que j'ai pensé à Cédric. Et pour ceux qui le connaissent, ils savent que Cédric correspond exactement à la thématique de ce podcast. On a mis un peu de temps avant de trouver du temps pour ce podcast, puisque ceux qui nous connaissent aussi savent que nous passons notre temps à avoir des idées, si c'est une activité ou un métier, et qu'on est très pris par ce qu'on propose et par tout ce qui nous passionne. Je parle déjà trop. T'as déjà les yeux embeués, il aime pas quand je dis ça. Trop de lumière. Trop de lumière peut-être. Avant de... Oui, vas-y, éteins. Éteins la lumière, ok. Éteins la lumière, enlève tes vêtements. Il y a du monde, on fait attention. Bienvenue pour 3 heures de podcast. Non, allez, on arrête, je reprends tout de suite. Mais avant, on fait notre rituel, notre atterrissage ensemble. On atterrit dans le corps, on atterrit dans l'espace, dans le moment. Si vous avez envie d'allumer une bougie, si vous aussi vous êtes chez vous et vous êtes pas en déplacement dans la voiture, mais que vous êtes posé, prenez de quoi vous hydrater. Pas une bière de préférence, une tisane, ça suffira. Vous pouvez allumer une bougie, j'aurais bien fait avec vous, mais Cédric m'a devancé et allumé une bougie avant que j'allume. Donc, allez-y. Fermez les yeux. Et optez pour une posture digne. Une posture dans laquelle vous n'êtes pas à vous cacher. Une posture dans laquelle vous prenez votre place. Une posture dans laquelle vous êtes réceptif à ce qui est en train de se dérouler. Une posture qui vous rend disponible à tout ce qui pourrait passer, à tout ce qui pourrait remonter en vous et vous traverser. Et on vient prendre une profonde inspiration ensemble par le nez. Et un soupir par la bouche. Et vous pouvez maintenir les yeux fermés si vous le souhaitez, juste pour nous écouter. On va commencer. Peut-être question côté pratique, côté logistique. Nous sommes dans un appartement et nous envoyons une petite dédicace à notre voisine du dessus. Notre copine Elodie. Coucou Elodie, si vous entendez des bruits tout au fond, c'est Elodie là-haut. Elodie qui parle, Elodie qui marche, Elodie qui regarde la télé. Qui gère ses enfants. Elodie qui gère ses enfants. Donc voilà, un petit coucou affectueux de là-haut. Et en même temps, c'est aussi ce que je voulais avec ce podcast, c'est vraiment préserver l'imprévu et le caractère unique de chaque épisode.
Donc, j'ai avec moi Cédric de Rouen. Et avant de commencer à parler de toi, avant de zoomer, s'il te plaît, Cédric, pourrais-tu nous décrire l'espace dans lequel nous enregistrons ce podcast ? Juste pour inviter des gens dans la chambre, du coup. Eh ben, c'est la chambre. C'est la chambre assez dépouillée pour le coup. Quoi ? Par rapport au reste de l'appartement. Par rapport au reste de l'appartement. C'est une pièce toute blanche. Quand tu dis dépouillé, ça veut dire qu'on peut s'asseoir sur le sol. Voilà. Ça passe à 2, 3. Il n'y a pas grand chose, regarde, c'est tout blanc. C'est vrai. Et un petit bureau et un hôtel qui est plus grand que le bureau, qui lui pour le coup est très très chargé. Ouais, on devrait l'épurer. Un des hôtels de l'appartement. Donc voilà, avec plein de... On vit la vie d'hôtel. Une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, oui, c'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à toi sur cet hôtel ? Eh ben, je cherche. Il y a un bol déjà. Un bol tibétain, oui. Une plante en plein milieu d'hôtel. Et puis, des photos, quelques pierres. Il y a beaucoup de choses à toi, effectivement. Ouais, nous, il y a des souvenirs. Il y a des choses à nous. Des choses qu'on nous a données, que des amis nous ont données. Le truc, c'est qu'on voyage pas mal maintenant avec les tournées, qu'on récupère des choses des amis. Et... Après, il y a beaucoup d'images à toi, mais certaines sont dans des cadres à moi. Ah. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent la philosophie, ça me fait penser à ça, la philosophie yogique, on a, enfin pas que yogique d'ailleurs, mais pour les termes, on a à l'origine ce Shiva Shakti, donc à l'origine ce principe masculin, ce principe féminin. Et c'est drôle quand tu as dit ça parce que moi j'ai tout de suite pensé au Shiva Shakti parce qu'en effet, dans ce cadre-là que tu as fait en bout de bois, clairement, on dirait juste des bouts de bois que tu as trouvés, que tu as mis ensemble, et en fait, ça fait un truc sublime. C'est des bouts de bois que j'ai trouvés, que j'ai mis ensemble. Ouais, mais je veux dire, si je les avais mis ensemble, ça aurait pas fait la même chose. Et en fait, c'est vraiment le cadre qui vient, donc, le contenant qui vient soutenir le contenu. Et c'est vraiment ça, Shiva Shakti, c'est-à-dire que Shiva, le principe masculin, va créer ce vaisseau, ce contenant, cette chose stable dans laquelle Shakti va pouvoir éveiller Shiva et va pouvoir se mettre à bouger et être dans un espace safe et être contenu. Il fait des grands yeux, il est là, ça fait longtemps que j'essaye de la contenir. J'ai rien dit. Attends, je vais prendre ça sur l'hôtel. Ah. Peut-être qu'on va le faire décousu. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que tous les épisodes sont décousus. Je viens de prendre sur l'hôtel parce qu'il a dit qu'il y avait beaucoup de choses à moi. C'est vrai. Mais il y a cette chose qui, pour moi, ferait partie du beau dans ce qu'elle est physiquement et dans ce qu'elle représente. Est-ce que tu peux le décrire ? Je sais même pas comment appeler ça. Ça, c'est du Cédric. Donnez-lui un nom. Non, et donnez-lui un prix. C'est très Cédric. C'est un... En fait, c'est dur à décrire, en fait. C'est un morceau de bois très fin, comme... c'est pas une feuille parce que c'est un peu plus épais, mais comme un... C'est comme un gros marque-page. Ouais, comme ça un gros marque-page un petit peu épais sur lequel j'ai écrit des petits mots. Alors il y a un long mot derrière, on va pas le lire, mais est-ce que tu pourrais lire ce que tu as donc recopié, parce que ce sont pas tes mots ? Oui, ce sont pas mes mots, c'est une citation. Mais que tu as recopié. Que j'ai recopié. C'est que des citations d'ailleurs de chaque Juste côté. Celle-ci, tu peux dire celle-ci qui est... Ouais. Je voudrais que tu sois là, que tu frappes à ma porte, et tu me dirais, c'est moi, devine ce que je t'apporte, et tu m'apporterais toi. Oh. Voilà. Et c'est de Boris Vian. Voilà.
Et donc donc c'est ce bout de bois que t'as verni, non? Je sais pas, t'as verni, t'as écrit dessus. Que j'ai coupé, poncé, travaillé, et verni, et écrit. Et t'as écrit à la main avec ce feutre, et puis t'as dessiné un petit truc aussi. Et que tu m'as donné avant que je parte en Inde. La première fois que t'es partie... Je suis partie en Inde. La première fois que je suis partie en Inde, alors qu'on était... Voilà. On se connaissait, on était ensemble, on savait pas si ça allait survivre à l'Inde. En tout cas, pour moi, ça n'allait pas survivre, évidemment. Déjà, on savait pas si on était ensemble ou pas. Déjà, oui, il fallait pas dire ce mot ensemble. Et donc, tu m'avais donné ça juste avant de partir. Et là, déjà, j'avais été hyper jalouse de Boris Vian, du coup, de pas avoir trouvé ces mots avant lui, parce que je ferais difficilement mieux. Mais pourquoi j'ai pris cet objet sur l'autel juste pour vous donner un aperçu, et Cédric va se présenter dans un instant, mais pour vous donner un aperçu de l'essence de Cédric et de l'attention qu'il porte aux détails et de sa profondeur aussi par toutes ces attentions en fait. Bref, j'aurai plus de mots après. Mais je te laisse d'abord, comme la coutume le veut dans ce podcast, te présenter. Oh là là. Je m'appelle Cédric, j'ai 46 ans. T'étais pas obligé de le dire. Ok. Les gens, ils vont compter, ils vont voir que t'es beaucoup plus vieux que moi. J'ai 25 ans. Voilà. Père de 3 grands enfants. Qui ne sont pas les miens. Qui ne sont pas les tiens, non. Mais que j'aime. C'est dédicace si elle m'écoute. Mais Théophile, voilà. Range ta chambre. Ça va être long ce podcast. Donc voilà, et puis artisan. Artisan de plein de choses, au service de beaucoup de choses. Artisan touche à tout un peu, je pense, mais pas... le touche à tout, mais pas le touche à tout qui effleure les choses. Je fais beaucoup de choses, mais je le fais à fond, je pense. J'essaye en tout cas. Donc voilà, avec plusieurs vies déjà derrière moi. Une formation... Plus derrière toi que devant d'ailleurs. C'est encourageant. C'est encourageant. Non, mais une formation d'énologue à la base. Mm-hmm. J'ai travaillé dans le monde du vin pendant une quinzaine d'années. Un peu tous les métiers autour du vin. Voilà, restaurateur aussi, pendant une période. Et puis, oui, maintenant, je fais de l'aménagement, de l'accompagnement de projet, de l'agencement. Voilà, j'essaye de mettre des solutions là où les gens n'en ont pas et de créer des réponses à des questions. Que ça soit dans des jardins, que ça soit dans des maisons, dans des entreprises, n'importe quoi. En fait, voilà, j'aménage. J'agence et j'essaye de répondre aux besoins et aux envies. Et d'ailleurs, tu m'as toujours dit, moi, maintenant tu choisis vraiment les projets sur lesquels tu vas travailler. Et tu m'as dit d'ailleurs, plus c'est compliqué et moins il y a d'issues, plus tu vas aimer travailler sur le projet parce que t'aimes justement cette recherche de solutions. Oui, en fait, je fais... Alors, j'adore travailler le bois, donc je travaille principalement le bois et je fabrique des meubles et des cadres. Des cadres et du mobilier. Enfin, voilà, en ce moment, je suis sur un escalier pour un client ou autre. Mais j'aime pas faire les choses toutes simples, quoi. Faire une boîte rectangle ou Je préfère faire des choses qui sortent de l'ordinaire et surtout, oui, répondre à des questions quand c'est quelque chose qui est tordu et que les gens n'ont pas la solution. Ils ont demandé partout et qu'il n'y avait pas de solution. Et ben là, ok, là j'ai envie d'y aller, quoi.
Et c'est pour ça que Cédric est tombé amoureux de moi, puisqu'il cherchait du tordu, du compliqué, et de quelqu'un qui avait besoin de réponses. En fait, on t'a pas dit, mais c'est ta famille qui m'a dit on n'a plus Oui, de peut-être. solution, on sait plus quoi faire d'elle. T'es mal payé, hein, parce que Qu'est-ce que qu'on tu galère. pourrais arriver à faire avec ça? Parce que là, on a un cas vraiment... Non. Ceux qui nous connaissent savent que c'est vrai. C'est n'importe quoi. Justement, il y a une question qui m'est venue là quand tu... Je pense que je vais poser pas mal de questions, et je t'ai aussi rassurée tout à l'heure en disant que je vais mener ça, et que j'ai des questions, et que ça va aller. Parce qu'il faut savoir aussi que Cédric a j'allais dire le verbe rare, mais c'est pas rare, c'est le verbe précieux, disons. C'est que tu vas mesurer tes paroles, et que quand tu vas dire quelque chose, elles ont été réfléchies, elles ont une nécessité. Et j'essaie d'apprendre de ça, de cette capacité. Et du coup, oui, tu t'étais un petit peu stressée. Là, quand je t'ai dit, on va parler, je vais te faire parler pendant une heure, c'est un petit peu stressant, quoi. J'ai entendu les premiers podcasts et j'ai pas l'impression d'avoir des choses à dire. Donc... Voilà, donc pour lui, il n'a pas de choses à dire, donc mais je suis pas prêt. Mais juste je entre serai jamais prêt. Voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure. Est-ce que t'es prêt? Il dit bah non, mais si on attend que je sois prêt, on le fera jamais. Donc très bonne réponse, j'ai adoré, j'ai tout installé et nous voilà ici. Une question qui m'est venue quand avec cette réponse-ci. Quand tu disais j'aime pas créer des choses, par exemple une boîte rectangle, etc. Qu'est-ce que tu dis? Oui, déjà je me suis dit c'est à l'image de notre couple, c'est-à-dire pas trop d'angles droits. Déjà, on est plus pour les angles ronds. Et si je me suis dit pourquoi tu fabriques? Est-ce que tu fabriques toujours comme une réponse à un besoin? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu fabriques quelque chose? Par exemple, ce cadre, est-ce que tu l'as fabriqué? Est-ce que tu fabriques parce qu'il y avait un besoin de cadre à ce moment-là? Ou est-ce que tu fabriques les choses et crées ainsi le besoin pour plus tard? Alors en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que souvent, c'est une réponse à un besoin. Souvent, je vais oui, fabriquer, créer quelque chose parce qu'on m'a demandé quelque chose ou que j'ai besoin de quelque chose et que voilà, que j'ai cette opportunité-là. Mais pas que, puisque t'as vu mon atelier, t'as vu mon appartement, il y a énormément de choses que je récupère, que je stocke. J'en peux plus, sauvez-moi. Je vais laisser un numéro, c'est quoi, un numéro Minitel. Appelez 3615, aidez-moi à récupérer des choses dans l'appart. S'il vous plaît. Mais non, je récupère beaucoup de choses et les cadres là, c'est du bois flotté que j'ai trouvé sur la plage. Oui, t'as une grande phase bois flotté, mais toujours un peu. Oui, après, il n'y a pas que ça. J'ai plein de choses que je récupère et en fait, quand je récupère quelque chose, j'ai déjà 10 idées dans la tête. Je sais déjà ce que je peux en faire. Je vais pas forcément le faire parce que j'ai pas le temps ou parce que j'en ai pas le besoin immédiat. Mais je sais déjà que je peux l'utiliser de plein de façons différentes et qui va être transformé en quelque chose. Et puis des fois, ça va rester stocké pendant plusieurs années. Et puis un jour, j'ai besoin d'un truc et je sais que j'ai quelque part au fond de ma grotte, de ma caverne d'Ali Baba, ce morceau de bois ou ce morceau de métal, de cet objet que je vais récupérer, détourner, transformer, modifier. Sublimer, mais après c'est le regard de chacun qui voit s'il a été sublimé ou pas, mais en tout cas oui, je vais essayer de donner une deuxième vie à beaucoup de choses, donc j'ai tendance à stocker peut-être trop, mais c'est aussi ma façon de travailler, c'est ma matière première. Donc, non, mais j'en ris bien sûr, et je suis beaucoup dans la dérision, et j'en profite, puisqu'avec ce podcast, j'ai l'impression de t'avoir un peu pris en otage, et que je lui dis, on va pas appuyer sur pause pendant le podcast, donc je peux te tacler à volonté. Tu peux rien y faire. Non, je rigole. Mais bien sûr que c'est aussi ce que j'aime chez toi, et c'est ce que j'ai aimé aussi chez toi. Et je comprends, sauf que moi je fais la même chose, sauf que je vais stocker des idées, des débuts de mélodies, des idées de chansons, il y en a plein dans mon téléphone et il y en a plein à craquer dans mon ordinateur. Et ça, on le voit pas parce que ça prend pas de place, mais j'ai exactement les mêmes penchants. Et très souvent, ça m'est arrivé que des années plus tard, je reprenne une mélodie, mais on sait que c'est là. Et on sait qu'on peut tout transformer en fait. Ce qui manque plus, dans ton cas comme le mien, je pense, c'est le temps. C'est-à-dire que j'ai
j'ai de quoi construire et fabriquer et créer des centaines d'objets, des centaines de choses, mais j'ai juste pas le temps de le faire. Et puis après ça sert à rien d'avoir tout ça et de le stocker. Enfin, faut avoir aussi de l'espace après pour stocker ça. Tu vois. La musique, tu peux la mettre en ligne, c'est différent. Mais c'est pareil, il faut du temps pour transformer une idée en quelque chose. Et puis il y a des idées qui serviront jamais. Et puis, et puis il faut au moins autant de temps pour en fait s'occuper de toute la post-production, enfin la vente en fait de ça. Surtout quand tu fais des choses qui prennent de la place. Le meuble, il va falloir que tu le vendes plus tard. Donc ça met autant de temps que d'aller rencontrer le public. Mais des fois ça rencontre le public. L'autre jour, j'étais dans l'atelier avec un client qui était là et qui me parlait, qui voulait une lampe et autres. Et en se promenant dans l'atelier, il est tombé sur un bout de bois qui était là, qui était pour faire je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, j'avais 10 000 idées, un morceau de bois flotté qui était là et 10 000 idées possibles pour lui. Et il a dit, c'est celui-là, c'est ce morceau-là que je veux. Et voilà, et donc le bout de bois, je l'ai récupéré il y a peut-être 2 ans, et là, il a trouvé son... Voilà, donc maintenant je vais le transformer en quelque chose. Mais le jour où je l'ai ramassé, je me suis pas dit, il y a quelqu'un qui va le vouloir. Et je sais pas j'avais plusieurs idées pour ça, mais pas forcément... Donc tu dirais au moment, est-ce que même si c'est inconscient, et maintenant en te posant la question, en décortiquant un peu, puisque c'est ce qu'on fait ici... on n'a pas prononcé le mot encore, mais tout ramener à ça, bien sûr, cette manière que tu as de cultiver le beau. Quand tu vois justement un bout de bois, qu'est-ce qui fait qu'un bout de bois pour toi est beau? Ou est-ce que la notion de beau, elle vient même pas à ce moment-là? Est-ce que c'est plus genre, ça va être utile? C'est plus dans l'utilité? Ou qu'est-ce qui fait qu'un bout de bois est beau plus qu'un autre? Non, alors plus qu'un autre, c'est difficile parce que en fait, si j'avais la place, je les ramasserais tous, quoi. Parce que pour moi, un bout de bois et justement ses défauts, et surtout quand là on est sur du bois flotté. Enfin, je me rappelle du podcast avec Michel Jobard, parce qu'on a fait la même chose à un moment, c'est-à-dire qu'il a transformé du bois flotté. Maintenant, il est plus dans les dessins, mais il continue de fabriquer aussi des choses. Et le land art. Là-dessus, on s'est retrouvés. Enfin, moi, j'ai vu ces cadres d'horloge et ces lampes, sa harpe aussi. Ses lampes et sa harpe et tout ça. Et en fait, quand on croise un bout de bois, un simple bout de bois avec ses défauts, tout tordu, tout voilà, on a déjà je parle pour lui aussi, mais je pense que c'est la même chose, mais parce qu'on en a un peu discuté, mais c'est vrai que moi, dans ma tête, ça y est, il y a déjà plein d'objets possibles qui se prennent forme avec cette branche cassée, usée, sans écorce, des fois vraiment arrachée, avec les stigmates en fait de cette branche qui s'est arrachée de l'arbre, par exemple, et les déchirures et les cassures, et donc toute sa souffrance, enfin en tout cas il y a tout son vécu qui est déjà là présent, et en fait tout ça nous donne déjà des idées, en tout cas, enfin moi ça me donne déjà plein d'idées, donc oui, il y a des moments où je me dis, ce morceau-là, j'en ferai quelque chose un jour, peut-être pas, mais en tout cas je peux en faire quelque chose, et peut-être qu'un jour il aura une deuxième vie, voilà. Donc je pense au beau et puis à l'utile, parce que j'ai pendant longtemps en tout cas eu la volonté en tout cas de faire à la fois du beau et de l'utile, c'est-à-dire faire juste un objet. Enfin, je me considère pas en tant qu'artiste, plus en tant qu'artisan. Parce qu'en fait, c'est justement cette notion de... Pour moi, l'artiste, le sculpteur qui va faire une sculpture ou un objet artistique, avec l'art avec un grand A, il y a un côté inutile. Oui, qui est noble. C'est juste décoratif, c'est noble et c'est très bien. Mais... En fait, j'ai cette notion peut-être très terre à terre d'essayer de faire à la fois quelque chose de beau, en tout cas que moi j'estime beau, ou qui va être beau pour le client, en tout cas. Parce que des fois je fais des choses qui plaisent au client et qui pour moi je ne le mettrai pas chez moi, mais
c'est la réponse à la demande du client. Mais cette notion que c'est aussi un objet du quotidien, enfin, ça va être une lampe, ça va être un cadre, ça va être quelque chose qui va peut-être même être là pour mettre en valeur un objet d'art. Voilà. Et je me considère plus comme ça qu'en tant qu'artiste qui va créer vraiment l'œuvre d'art. Exposer, voilà. Ouais. Donc pour moi, il y a ce lien-là, en tout cas dans le beau que je fabrique. Après, le beau que je trouve beau, il y a plein de choses. C'est intéressant quand tu as dit, parfois même je fais, quand ça vient d'une commande et que tu dois répondre à un besoin, enfin une envie du client, et que tu dis, parfois je fais des choses qui sont pas forcément, que je trouve pas forcément belles, mais que la personne ne trouve belles. Donc quand ça arrive, par exemple, est-ce que du coup c'est plus difficile pour toi de créer à ce moment-là, ou est-ce que tu arrives à trouver le beau ailleurs? Il est plus dans l'objet, mais il est dans le processus, dans autre chose. Alors à partir du moment où je le crée, et que c'est une demande de client, de toute façon je fais en sorte qu'il soit beau. Après le beau c'est très subjectif, c'est-à-dire que j'ai rarement créé un truc moche, en tout cas que je trouvais moche, mais je l'aurais fait autrement pour si ça avait été pour moi. Mais c'est en pas fait, difficile d'ailleurs justement de faire. Non, c'est pas difficile parce que l'objet je le fais, mais après c'est pas quelque chose que je garde. Mais je dis un objet, ça peut être quand je crée un objet en bois qui va être brut avec la couleur du bois. Déjà le choix du bois, des fois il dépend du client, il dépend aussi du budget du client. Et puis après il y a la finition qui va venir dessus, qui va être peut-être peint, peut-être verni, peut-être teinté. Enfin voilà, il y a des fois des choix de coloris qui seraient différents si moi je le choisissais, mais comme pour tout, voilà, on part d'une page blanche et puis après l'objet continue de vivre une fois que je l'ai terminé moi. Donc voilà, c'est plus dans des choix mais qui sont personnels, et à partir du moment où le client est content, moi ça me va. Donc il y a une notion de service dans l'attention quand tu crées, quand tu... ça, déjà j'ai envie de dire dans le choix du client et du projet. C'est que on disait tout à l'heure que je choisis le projet quand le client a une question et pas de réponse ou pas de solution. Donc déjà c'est un choix que je vais... un critère, une relation avec le client qui va... il me fait confiance pour essayer de trouver une solution. Je vais lui proposer différentes choses pour essayer d'avoir cette solution et tout, mais après... Est-ce que quand tu dis oui à un client... pour dire oui à un client, est-ce que tu vérifies, même inconsciemment, encore une fois, tu vérifies finalement le respect qu'il portera à cette chose? Tu sais, un peu comme tu vois, t'as un chat qui fait des bébés chats et tu donnes tes bébés chats et tu veux t'assurer, tu rencontres les gens avant et tu veux t'assurer que le bébé chat il va être bien nourri, il va être bien reçu pour ce qu'il est. Non, c'est pas... Non, Okay. je vais pas avoir vraiment cette chose-là. Je pense que peut-être inconsciemment, parce que déjà dans la question, c'est-à-dire que les gens qui veulent vraiment quelque chose et qui vont venir me demander un objet très particulier pour répondre à un besoin très particulier, je sais que ça va être quelque chose qui va être... Il y a une démarche, quoi. Il y a déjà plus ou moins une démarche, mais après, il n'y a pas de... si les gens ont après envie de le peindre de toutes les couleurs et de le transformer et de faire des trous dedans pour ajouter telle ou telle chose, ou de... en fait, c'est... Donc tu n'y es pas attaché. Non. Et même quand tu crées, Même si, alors quand il n'y a pas de client, quand il y a un client, bien sûr, je sais que, s'il y a un client, tu sais que ce que tu fabriques dans tous les cas, c'est pas pour toi et que ça va être donné directement. Mais des fois, tu as dit que tu pouvais fabriquer sans qu'il y ait commande, sans qu'il y ait client, en ne sachant pas, même si un jour ça sera vendu ou ça servira, par exemple. Et dans ces moments-là, est-ce que quand tu le fabriques, tu es complètement détaché de l'objet ? Ah non, là pour le coup, je le fais comme moi je l'idéalise. En tout cas, comme je l'ai imaginé. C'est-à-dire que si j'ai pas le client il n'y a aucune tout restriction, de suite, quoi. Ouais.
Alors, aucune restriction, si, peut-être le Enfin, temps, le le budget, temps que toi, je vais y oui. passer et puis le budget que je veux y consacrer quand c'est des choses un peu plus compliquées et conséquentes, et voilà. Mais oui, quand je fabrique une lampe parce que j'ai trouvé un morceau de bois et que j'ai envie de le mettre en valeur, ou que je fabrique enfin je sais pas, juste une simple planche de bois dans laquelle je vais rajouter des résines, dans laquelle que je vais transformer, couper, modeler, ou voilà, je vais pas, pour le coup, je vais pas penser au client, à la beauté du client, je vais penser vraiment au morceau de bois lui-même et la façon de le sublimer, justement, ce morceau de bois. Est-ce que tu as l'impression que d'une manière ou d'une autre, tu rentres en contact avec la matière, avec le morceau de bois, et c'est comme si lui te guidait et te disait ce pourquoi il était fait, ou quelque chose comme ça? Ce pourquoi il était fait, plus ou moins. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un peu comme un sculpteur, c'est-à-dire qu'on a un objet, enfin surtout le bois, c'est un objet qui est vivant. Même si c'est une branche morte, voilà, c'est quand même un objet qui a été vivant, qui est vivant, et qui naturellement, déjà par sa forme et par l'objet en lui-même, et ses défauts, et les nœuds, et les veines du bois, et tout ça, va déjà m'orienter sur quelque chose, quoi. Mais après, j'ai une image dans ma tête qui est déjà présente. Je dessine pas ce que je vais fabriquer, je ne fais pas de plan, je fais... Alors si, quand là je fais un escalier par exemple, j'ai des plans, mais quand je travaille un morceau de bois ou autre, j'ai pas de plan, à part ce qu'il y a dans ma tête, et je pense que mes mains savent déjà ce qu'elles doivent faire, et elles sont guidées par le bois, oui. J'adore comme il parle du bois. Et je raconte cette anecdote, je l'ai racontée à certains déjà. Mais comme... Et c'est même pas exagéré ce que je dis, c'est après la manière dont je le dis, c'est peut-être romancé, je sais pas. Mais quand on a commencé à se connaître avec Cédric et que je suis allée voir son atelier pour la première fois. Et depuis d'ailleurs, j'ai envie que tout le monde vienne voir son atelier parce que... Et pourtant, je suis pas du tout... Moi. Et pas tout. Non, et pourtant, je suis pas du tout... je suis pas du tout une bricoleuse, voilà. Par contre, je sais que j'ai cette attirance de plus en plus pour le bois que je trouve magnifique aussi, et pour surtout l'artisanat et tout le processus créatif. Dans tous les cas, un atelier de n'importe quoi, je veux absolument aller visiter. Pour moi, c'est un peu une église, quoi, un temple, un espace sacré. Et la première fois où je suis venue te voir, où je t'ai vue dans cet atelier, alors la vision était assez... c'est un atelier qui est hyper grand, qui est hyper haut. C'est quoi? C'est un vieux... C'est un hangar. C'est un hangar, en fait, donc très très haut, très très grand. Il y a du bois partout, enfin ça déborde, le truc déborde complètement. Et il y a Cédric tout petit au milieu. Au milieu de son atelier, et j'étais venue et il était en train de bosser sur une planche justement, et tu t'étais arrêtée, et non, déjà je t'ai vue de loin et tu étais en train de caresser la branche, pas la branche mais la planche, et après t'es venue me voir et t'as dit regarde les veines là, regarde les veines, mais complètement passionnée quoi, c'était et après je l'ai re-regardé en silence, complètement ébahie, et de la manière dont il touchait le bois, je crois que ce jour-là je suis tombée un peu plus en amour, disons, et je me suis dit, c'est ce que je me suis dit, oh, mais la manière dont il touche le bois, j'aimerais beaucoup qu'il me touche comme ça. Et depuis, je fais la planche. Non, blague. Mais ouais, il y a vraiment, enfin ça se voit, c'est évident, cette connexion que tu as avec la matière à ce moment-là, ça se voit. Et c'est vraiment fascinant. Et c'est hyper touchant d'assister à ça et de te voir à l'œuvre. Et de te voir comme tu crées ta bulle et crées ton monde à ce moment-là, et qu'il y a toi et le bois et personne d'autre en fait. De toutes les... Oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, je viens juste de faire une connexion que j'avais pas fait encore. Vas-y. J'ai commencé mon parcours professionnel par le je bois, et maintenant je travaille le bois. Donc, c'était juste... Ah, c'était un problème de pronom. C'était un problème de... Mais ce podcast est magique, c'est une vraie thérapie, on prend conscience de choses. Mais c'est clair. Il y a un lien entre le... Tu voulais bois, mais tu faisais des fautes d'orthographe. Et voilà. Vous voyez comme c'est important d'aller à l'école. Non, mais ouais, non, mais ça, justement, c'était une question que je voulais te poser. Puisque tu as eu plusieurs vies, qu'est-ce qu'il y avait de beau dans ta vie d'œnologue ou dans ce métier d'œnologue? Rapidement, pour qu'on rebondisse d'une vie à une autre, parce que tu en as eu un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? En fait, je pense qu'il y avait un lien
dans tout, c'est-à-dire que après mon bac, je suis parti vers l'énologie parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais juste une idée de ce que je voulais pas faire, en fait. Je voulais juste pas, après un bac scientifique, faire comme tous mes amis et aller dans une école d'ingénieur ou un IUT ou un truc comme ça et finir derrière un ordi parce que je savais que c'était pas pour moi. Je pense que j'aurais pu être intéressé par l'architecture, mais faire des années d'études en plus, c'était déjà trop après le bac. Donc, et pour le coup, il y a pas mal d'angles droits quand même. Oui, mais après il y a Après il y a la liberté, mais au départ il y a la faut liberté, passer par il y a quelque chose d'assez et puis strict, puis enfin voilà, je fabrique des maisons. Moi j'aurais bien aimé que tu sois architecte dans le salaire. Oui, moi aussi. Ça aurait changé quelques petites choses. Moi aussi, mais non, à ce moment-là c'était pas ça. Et puis j'avais besoin de liberté. Je pense que j'avais besoin de reconnexion à la nature déjà à ce moment-là. Et c'est vrai que les métiers du vin, de viticulteur et d'énologue, puisque j'ai fait ce parcours des deux casquettes avant de faire du commerce du vin. J'ai fait la fabrication, j'ai étudié la fabrication et la vigne et la terre et le sous-sol et tout ça. Et donc j'avais ce lien, cet appel vers la nature qui m'appelait déjà à ce moment-là. La nature et faire quelque chose de cette nature, il y avait cette oui, transformation la aussi transformer. qui était intéressante. Pour moi les viticulteurs et les vignerons et tous les agriculteurs d'ailleurs sont des artistes, et des artisans et des artistes. Et oui, enfin voilà, réussir à faire pousser une plante et à la transformer ses fruits en quelque chose, que ce soit le vin ou n'importe quelle autre boisson, c'est pour moi quelque chose qui est oui, du domaine de l'art là aussi. Et puis oui, ce lien avec la terre, avec quelque chose de plus concret, et puis je pense derrière aussi cette notion de partage, de connexion avec les gens, de quelque chose un lien plus concret. Mais tu dis pas le mot, est-ce que ça c'est beau? C'est quoi tout ça, si tu recherchais ça, à ce moment-là, est-ce que je cherchais le beau? J'en sais rien, non. Mais est-ce que tout ce que tu dis là, parce que moi je dirais, si on m'avait posé, si j'étais toi, qu'on m'avait posé la question, qu'est-ce qui était beau à ce moment-là, parce que c'était la question, t'es en train de me répondre ça, parce que pour moi le beau il est dans ça, dans ce que tu viens de dire, mais est-ce que t'avais fait le lien entre ça c'est beau ou... Ce qui est beau, c'est d'être avec la nature. Ce qui est beau, c'est de transformer. Ce qui est beau, c'est cette connexion avec les gens. Est-ce que et puis c'est ce que ça engendre derrière. Enfin, oui. Pour moi, ce qui est beau, c'est le moment où tu ouvres derrière la bouteille et que la bouteille elle raconte une histoire et que en même temps, tu es en train de créer une histoire avec les gens qui sont autour. C'est une histoire créée par les gens pour les gens. Oui, et c'est plein d'histoires qui se retrouvent. Et voilà. Et pourquoi cette bouteille à ce moment-là? Et pourquoi tu manges tel plat avec cette bouteille? Et comment ça a été fabriqué? Et pourquoi? Enfin, il y a des millions d'histoires et tout ça dans la même chose. Donc c'est ça qui est beau, ouais. Oui, pardon. Et c'est ce qui m'a aussi... alors je suis arrivé là un peu par hasard dans ce monde-là, mais que j'ai adoré. Et en même temps, je voulais pas même à ce moment-là m'enfermer dans une voie, c'est-à-dire devenir viticulteur avec mon exploitation, mon domaine et faire mon vin ou mes vins, mais donc qui serait juste, un viticulteur en général est dans une région très donnée, va faire un vin blanc, un vin rouge, enfin voilà, je schématise, mais pour moi, la multiplicité des vins qui existent, des terroirs, des vignes, qu'il y a partout dans le monde, en fait, était tellement intéressant et tellement différent, et cette multiplicité de choses était tellement intéressante que je pouvais pas rester que là-dedans, et du coup, je suis parti après sur le commerce des vins, parce que là, je pouvais amener les clients à explorer des nouvelles choses et des terroirs plus ou moins loin et plein de choses. Donc
tout ça, ça m'intéressait en fait, et c'est tout ça que je trouve beau, cette diversité. Et dans ta vie de restaurateur, brièvement, qu'est-ce qu'il y avait de beau ? Qu'est-ce qu'il y avait de beau d'être restaurateur ? Et ben la même chose en fait, de pouvoir conseiller les gens, C'était presque plus là de l'autre côté, c'est-à-dire que t'es encore plus avec le temps, au moment du temps de consommation. Parce qu'avant t'étais dans la préparation, oui, dans j'étais l'anticipation dans la création, mais après oui, c'était plus dans la partie... je me suis témoin. plus orienté vers le commerce derrière, et du coup la restauration. Et du coup t'étais témoin de l'effet de ce beau, et tu savais témoin ce qui se passait en amont, quoi. Et dans la transmission, parce que du coup voilà, souvent j'avais le restaurant, mais j'avais une cave aussi et un bar à vin, et souvent les gens venaient me voir en demandant voilà, j'ai telle recette, je vais faire tel plat, quel vin je peux aller avec, quel vin je peux boire avec, et du coup les amener sur justement les conseiller sur le choix du vin, c'est-à-dire quels vont être les arômes du vin, comment ils vont se marier avec les arômes du plat. Donc très souvent je demandais aux gens comment ils allaient le cuisiner, ce plat, parce que juste une recette ça veut rien dire en fait, faut aussi voir comment il va être fabriqué. T'es aussi très grand cuisinier d'ailleurs, je dis ça parce que tout se rejoint en fait, je vois bien comment tu parles là des vins, c'est la même chose quand tu cuisines. J'adore manger quoi. Tout se rejoint, oui. J'adore manger, j'adore boire. Et oui, mais t'adores aussi le faire pour d'autres, tu pourrais très bien, tu adores cuisiner même si tu manges pas forcément le plat au final. Oui, mais j'adore le faire pour d'autres, mais j'aime pas le faire pour... des inconnus. J'avais un restaurant, mais c'était pas moi qui étais en cuisine, ou ponctuellement... mais j'adore mais c'est pareil, je pense que c'était la relation avec les gens, et déjà là c'était donner une réponse à une question, c'est-à-dire les gens ont un plat et ils viennent vers moi pour essayer de sublimer justement ce plat avec une boisson, que ce soit du vin ou un alcool ou autre chose. Et donc il y avait déjà cette relation et ce côté transmission, réponse à une question, à une problématique. On a un peu dévié là. C'est toi, je te fais des grands yeux depuis tout à l'heure. Bah oui, mais... non mais je vais... il y a une vie dont tu n'as pas parlé, qui est la vie actuelle, un petit bout quand même, puisque c'est pas rien qu'on enregistre ce podcast aujourd'hui, et j'ai dit à Cédric, il faut qu'on fasse là tout de suite ou très bientôt, parce qu'en fait on est le... je sais même plus les dates, le 2 janvier. J'ai l'impression que le premier n'est pas passé. On est le 2 janvier, et on revient de 2 jours de célébration du passage en 2025 qu'on a organisé nous-mêmes. Et on a joué le 31 pendant 5 heures, on a joué hier pendant 2 heures, on a préparé, toi tu as fait ensuite toute la cuisine pour en tout, 80 personnes. On s'est occupé de tout vraiment. Et on a fourni beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais on a reçu tellement d'amour qu'on est encore flottant et épuisé, mais tellement rechargé par ce qui s'est passé. Et j'ai dit, mais en fait, il faut vraiment qu'on parle depuis cet espace et qu'on envoie et qu'on diffuse cette énergie tant qu'elle est encore avec nous. Je pense qu'elle va être avec nous, sinon pour toujours, pendant un moment. Et donc, t'es aussi, moi j'allais dire, t'es surtout musicien. Enfin, pour moi, si tu te dis pas artiste avec le bois, par exemple, tu te dis plutôt artisan. Moi, je te considère vraiment comme un artiste. Déjà, point final, mais quand tu joues de la musique, t'es un vrai artiste, quoi. Donc là, on a joué, pour préciser aussi pour ceux qui ne connaissent pas, on a joué des mantras principalement. Alors après, c'était festif, c'était réveillon, donc c'était pas un kirtan traditionnel, c'était vraiment un cercle de mantras, de chants sacrés. Et on tourne pas mal ensemble, on fait ça, donc ça c'est quand même un gros point dans ta vie maintenant, c'est une autre manière dont tu diffuses le beau. Depuis 2024, c'est vrai que c'est un point qui... j'ai toujours été musicien depuis que j'ai dû commencer la musique à 7-8 ans, quelque chose comme ça, le saxophone. Donc ça commence à faire un paquet d'années. Et puis plein d'instruments, beaucoup de percussions parce que tu fabriques je voulais le faire, voilà. Et c'est vrai que 2024 a été une année un peu pas révélation, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je fais de la musique, mais c'était une volonté en tout cas quand on parle d'intention de début d'année.
C'est vrai qu'à début 2024, je voulais que la musique prenne plus de place. Et elle a C'était littéralement, faites attention à ce que vous souhaitez, parce que littéralement, il n'y a plus de place dans le salon. Elle a pris plus de place, effectivement. Tu devrais valider les résolutions. J'ai commencé à donner des cours, je fabrique des instruments, je répare des instruments. Et encore une fois, d'ailleurs, ça m'a fait penser à ça, parce que tu donnes des ateliers aussi de fabrication de tambours. Donc il y a l'aspect transmission dont tu as parlé, je résume tes mots. Et il y a donner une seconde vie aussi, puisque tu as ces pots auxquels tu insuffles une nouvelle vie, puisque tu les utilises en tant que percussion et tu transmets ça aux gens, etc. Donc il y a vraiment une continuité. De l'extérieur, on pourrait voir toutes tes vies comme un éparpillement, mais pas du tout. Les musique que je répare, en fait. Je donne une deuxième vie à des percussions qui bien souvent sont cassées et qui deviennent juste décoratives. Et en fait, avec quelques solutions, on peut en refaire des vrais instruments de musique et voilà. Qu'est-ce que tu trouves de plus beau dans la musique ? Réfléchis pas trop. Qu'est-ce Dans qu'il y a la plus musique beau ? Ouais, vas-y. La musique. Ok, mais quoi ? Le silence après la musique. Oh Comme le home. Non, le silence, dans et après la musique. C'est pas pour ça que tu m'as choisi, le silence. Non. Quoique, j'apprends. Mais non, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la musique après ? En fait, je sais pas, c'est n'importe quel style de musique, c'est en fait ce que je trouve le plus beau, c'est quand juste à l'écouter ou même sans prêter attention, et il y a une musique qui va arriver de on sait pas où des fois, et ce petit frisson qui nous parcourt, ou cette larme qui vient d'on sait où, et alors qu'on ne l'a pas demandé en fait, et ça dans la musique qui est beau, je trouve, qu'on sait pas pourquoi, cet enchaînement d'accords, cet instrument de musique à tel endroit, ce truc qui fait que, ou cette voix, ou voilà, et ça dans la musique, et puis ce langage universel en fait, où qu'on aille, et depuis tout le temps en fait les gens ont fait de la musique. Alors pour certains c'est du bruit, pour d'autres c'est de la musique. Et je pense que c'est un point commun d'ailleurs avec la nourriture. J'ai commencé avec le vin, j'ai continué avec les jardins, les potagers et plein d'autres choses. Et ce langage universel, on a tous besoin de manger, et on a tous, en tout cas une grande majorité, besoin de musique, quelle qu'elle soit, ou en tout cas d'avoir une connexion. Une connexion, langage, et puis on a tous une petite musique dans notre tête, quoi. Enfin, on a tous cette vibration en fait, qu'elle soit musicale ou juste parlée ou juste ressentie, mais il y a cette vibration qui est présente, quoi, qui s'explique pas. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que t'as fait ou fabriqué ou dit ou de plus beau ? Mes enfants. Oh bah oui, on peut pas dépasser ça. Non, après c'est j'ai pas fait tout seul, mais et puis là pour le coup c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune c'est différent. Oui, on sait pas si ça va être bonne pioche ou mauvaise pioche. Là c'était bonne pioche. On a eu de la chance, très bonne pioche. Bonne pioche. Très non, beau, mais ce que je veux dire, c'est quand je dis faire, en fait, c'est recevoir. C'est reçu, mais c'est même pas fait. Et c'est différent que de quelque chose que je fabrique avec mes mains, où je vais pouvoir contrôler ou rater, ou quand on travaille un bout de bois, si je mets un coup de scie de trop, ça peut casser, ça peut. Il y a vraiment une action qu'on va faire dessus. Pareil pour, on parlait tout à l'heure d'un viticulteur qui va transformer son vin, il peut le rater, on va travailler une plante, la tailler, la faire pousser, on peut l'abîmer, on peut, Des enfants, après on peut, une fois qu'ils sont là, les abîmer, les transformer, et essayer de les éduquer du mieux qu'on peut avec nos erreurs, mais c'est pas la même chose, mais oui. Donc je pense bonne réponse.
Et il a les larmes aux yeux. J'aimerais que vous le voyez. Il est trop beau quand il pleure. On va terminer, peut-être terminer sur cette touche de poésie, parce que je trouve... Depuis le début qu'on se connaît, c'est vrai que c'est pas encore sorti, je lui ai pas encore tout montré, mais j'écris notre relation depuis le début, c'est-à-dire que les phrases pépites que tu sors, je les écris. Et celle de ce matin, par exemple, la dernière que j'ai écrite, c'est ce matin, quand tu m'as dit « T'es tellement belle quand tu pries ». Et je me suis dit « Non mais la poésie qui sort de lui, il sait même pas. Un jour, je vais devenir riche avec une punchline de malade et ce sera la tienne et tu sauras même pas, fais attention. » Mais voilà, il y a du beau qui sort... Ouais, sans que tu choisisses, je pense que c'est cette connexion que tu as quand tu te rends réceptif. Et donc pour terminer sur ça, si par exemple, j'aime bien imaginer cette scène, on est enfin, t'es au bout de ta vie. Allez, tu vois, c'est souvent. On est au bout de notre vie. Non, mais disons que tu termines une vie, t'es très très vieux, t'as très bien vécu, t'es très content de partir, t'es à la fin de ta vie, et là t'as la nouvelle génération qui sont là, ou t'as tes enfants, tes petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui sont là et qui disent avant de partir, s'il te plaît, rappelle-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie en fait ? À quoi est-ce que je peux m'accrocher ? Qu'est-ce qui aurait été plus beau dans la vie pour toi ? Aimer, ouais. Aimer ce qu'on fait, aimer les personnes, aimer transmettre, aimer la musique, aimer les choses, ouais. Enfin, ouais, je pense que c'est aimer le plus beau. Je ris quand je veux pas pleurer. Merci. J'ai pas posé toutes mes questions, mais j'en ai pas eu besoin. Donc merci d'avoir laissé couler les mots, les larmes. On va clôturer donc sur cette poésie. Vous aurez les liens de Cédric aussi. Vous pourrez aller voir son site internet qui est en perpétuelle construction, puisque déjà c'est moi qui le construis, que je vais pas aussi vite que lui. Et aussi parce que... Pour un site internet, si, tu vas plus vite que moi. Ça, c'est sûr. Non, mais aussi parce que tu fais 1000 choses et tu les fais bien. Et comme tu dis, tu les fais jusqu'au bout. Et c'est assez impressionnant. J'essaye, en tout cas. C'est assez impressionnant de voir comment on peut prioriser, comment on peut investir son temps. Donc je vais mettre les liens de ton site internet et puis vous pourrez aller voir toutes ces fabrications, vous pourrez en commander si vous voulez, t'aimes faire du sur-mesure, tu le fais très bien, t'es très à l'écoute et c'est ça aussi qui fait ta force. Et puis vous pouvez venir nous voir aussi en concert, Cédric collabore aussi avec d'autres artistes et il fait tout type de musique et il est vraiment au service. Donc n'hésitez pas à vous approcher de lui, mais pas trop parce que je griffe. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir tenu jusqu'ici dans la chambre avec nous. On va maintenant éteindre la bougie et aller se reposer et aller intégrer ces 2 jours de réunion, de retrouvailles avec tous ceux qui ont participé à ce passage. Et on vous souhaite une très jolie année 2025. Et puissiez-vous révéler le beau en vous, en vos vies. Puissiez-vous vous rassembler, vous souvenir que voilà, vous êtes créateur et qu'on peut tout sublimer, on peut tout façonner et qu'on peut aussi aimer les choses comme elles sont avec leurs plaisirs, surtout avec leurs défauts, comme les bouts de bois qu'on voit et qu'on peut ramasser. Donc ramassez les bouts de bois, faites-en des cadres, encadrez-vous. Ramassez-les pas tous, on en aura plus sinon. Merci beaucoup, très très belle année et merci de rester avec nous pour cette année d'épisodes qui arrive. Et merci Cédric. Merci à toi. Namasté.